Quelqu'un qui n'est jamais allé aux États-Unis, il a pris l'avion pour la première fois pour venir ici en France pour aller se filmer aux Champs-Élysées. Après, il est vite parti. Il ne connaît, il n'a jamais fait même 2 semaines à l'étranger. La seule ville qu'il connaît que c'est la grande ville, c'est Bangui. Puisque c'est là-bas où il a mis un peu plus de temps. À Paris, il n'a même pas mis de temps, il était dans l'auberge. C'est lui qui vous parle des États-Unis. Que oui, Paul Biya, c'est une grande victoire de la diplomatie. Donc lui-même n'est pas au courant qu'il est interdit de mettre pied aux États-Unis s'il demande le visa. Il n'est pas au courant que sa radio, enfin sa télévision, comme celle d'Amoukou-Belinda, sont classées comme des télévisions génocidaires aux États-Unis. Alors, au juste, sur le dossier amazonien, Paul Biya a-t-il réussi? Qu'est-ce qu'il a obtenu aux États-Unis? Allons-y. Bien sûr que si Paul Biya est aux États-Unis, je l'ai dit, c'est d'abord aussi pour qu'on lui tire les oreilles. C'est aussi pour voir et pour lui dire ce que le monde entier sait et que lui ne sait pas. Parce qu'il vit dans une bulle encerclé par des bonimenteurs, des voleurs, des pyromanes, qui, profitant de sa faiblesse, donc, et d'ailleurs, ils exercent ce qu'on appelle l'abus de faiblesse, décident à sa place. Mais le dossier amazonien, est-ce qu'il a été résolu? Comment est-ce qu'il a été abordé? Eh bien, parlons-en. Effectivement, le dossier de la crise anglophone ne pouvait pas manquer pendant ces entretiens. Et beaucoup de gens ont pu voir comment est-ce que le régime Biya a pu utiliser certains anciens amazoniens qui, certes, étaient leaders, mais ne faisaient plus partie du mouvement et qui sont venus, bien sûr, montrer comment est-ce qu'ils aimaient Paul Biya. Parmi eux, bien évidemment, vous avez pu noter la présence de peut-être du docteur Nicolas Ngou Santos, qui bien évidemment a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que pris dans des taux d'alcoolémie très élevés, abandonné par sa propre femme, est presque dans un délire et cherche n'importe quel moyen pour pouvoir trouver satisfaction. Mais il n'a pas eu satisfaction dans la mesure où Paul Biya, bien évidemment, n'avait pas la force, l'énergie et surtout savait que ça ne servait à rien de le voir. Vous avez aussi pu constater que quelqu'un nous avait dit que c'est lui qui fait arrêter les Amazoniens aux États-Unis, Maître Emmanuel Salaï, qu'il n'était pas là, ou plutôt qu'il n'a pas été celui qui devait être présenté comme la méga super giga supra gigastar, puisque ayant fait condamner ou ayant fait arrêter les Amazoniens et pouvant se targuer qu'il va les faire extrader. Je devrais dire que derrière tout cela, tout ce théâtre-là, il y a un véritable enjeu politique qui se joue. En fait, Joe Biden, ayant constaté justement l'influence de plus en plus grandissante de la Russie au Cameroun, en Afrique, évite maintenant que la Russie puisse venir par le truchement des anglophones. Oui, certains leaders anglophones sont entrés en contact avec le Kremlin. Ils sont entrés avec le Kremlin pour qu'ils puissent même avoir des armes et aussi bénéficier de l'appui de Wagner
pour venir combattre et avoir gain de cause par rapport à la crise anglophone. Et bien sûr que les États-Unis, sachant déjà que le golfe de Guinée étant ce qu'on peut appeler le nouveau paradis, et aussi d'autres minéraux ont été découverts au nord-ouest. Je ne parle plus du sud-ouest. Le sud-ouest est déjà très riche, mais les minéraux ont été découverts au nord-ouest. Et là, on sait très bien que Wagner, qui aujourd'hui est installé en République centrafricaine, est au Mali, est en train d'aller avec grand appétit au Burkina Faso. Et d'ailleurs, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a dû dénoncer cela aux États-Unis, alerter que Wagner, les mercenaires, étaient déjà à la porte de son pays et qu'il ne savait quoi faire. Wagner sait donc que aujourd'hui le Cameroun, dans la situation d'instabilité, peut profiter pour s'engouffrer, puisqu'au Cameroun, vous avez pu le constater, que ce soit des Maliens, que ce soit des Tchadiens, des Centrafricains, ils sont en liberté et ont toute la latitude de terroriser les populations avec des machettes. C'est eux qu'on appelle les microbes. Imaginez donc Wagner, qui aujourd'hui est sollicité par certains leaders anglophones. Les États-Unis ont donc demandé à Biya de s'impliquer désormais dans ce qu'on appelle le dialogue. Le faux dialogue n'a servi à rien. Ils n'en veulent pas. Et ce dialogue, bien sûr, je vous avais déjà un peu parlé de ça, sera accéléré aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais au Canada. Certains leaders y sont déjà. Je me réserve encore quelques temps avant de vous donner des informations beaucoup plus précises dessus. Et les leaders anglophones seront libérés. D'ici peut-être mars, beaucoup seront libérés. Sauf que Biya croyait toujours jouer à la marchandise, enfin, que les ghost towns doivent s'arrêter. Ce qui n'est pas encore programmé pour l'instant. Mais ce que je devrais vous dire est que les Camerounais ne savent pas et que le gouvernement va cacher que Paul Biya est finalement parti accepter de discuter avec les Ambazoniens comme un État avec un autre État ou contre un autre État. Ce qui n'était pas le cas avant. Eh bien, les Américains ont démontré à Paul Biya que la crise anglophone ne peut plus se résoudre seulement en disant il faut décentraliser. Autrement dit, le gouvernement vous aurait dit que les États-Unis ont soutenu le projet de statut particulier de l'État, des États anglophones, enfin, des régions anglophones. Est-ce que vous avez entendu un tel communiqué du département d'État américain? Rien. Parce qu'ils ont dit, ça là, on jette dans la poubelle. Le statut particulier des régions anglophones n'est pas soutenu par les États-Unis. Les États-Unis sont revenus et ils ont dit, Biya, voilà ce qui se passe. Peut-être tu ne connais pas ton pays. Ça, et il y avait 2 États au début, avant que ça ne devienne République fédérale. De la République fédérale, on est passé à la République unie du Cameroun. Et de la République unie du Cameroun, on est revenu à la République du Cameroun. Or, qu'est-ce qui se voit en ce temps? C'est qu'on a carrément voulu effacer l'histoire. Et cette histoire-là a été rappelée, à savoir que, justement, le Cameroun francophone, qui se fait appeler République du Cameroun,
devient indépendant le 1er janvier 1960. Et le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun devient indépendant. Donc, la partie anglophone, c'est un État indépendant. Donc, c'est deux États indépendants qui ont accepté se mettre ensemble. Maintenant, est-ce que les accords qui avaient été signés ont été respectés? Non, ils n'ont pas été respectés, d'où la crise. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est Paul Biya qui est en position de faiblesse dans la mesure où, dans cette crise, c'est l'État central, Yaoundé, qui perd des plumes. Or, des investisseurs, les Américains, les Occidentaux, ne peuvent pas accepter voir cet endroit-là devenir un autre terreau de la Russie et ne peuvent pas accepter perdre les belles matières, les beaux minéraux qu'il y a là-bas, les belles ressources minières qu'il y a là-bas. Il faut donc rapidement négocier et mettre fin à la guerre. Et dans cette guerre, justement, il lui a aussi été présenté son propre rôle et tout son gouvernement qui peut tomber. Ce gouvernement, justement, qui commet des actes génocidaires. Alors, on lui a dit calmement, ou tu continues la guerre, et bien évidemment, tout ton gouvernement, en commençant par toi-même, il y aura des mandats d'arrêt internationaux. Ou alors, on entre dans la négociation et on pourrait peut-être laisser certains crimes contre l'humanité qui ont été commis. Avant de revenir donc sur ces crimes, je devrais révéler à beaucoup qui disent que oui, les anglophones seront extradés. Vous savez, les accords d'extradition sont rendus publics. Pourquoi vous ne nous donnez pas le document? Pourquoi vous ne nous donnez pas le document? Vous parlez seulement. Les accords d'extradition sont publics. Et sachez que depuis avril 2022, les États-Unis ont plutôt demandé de prolonger le statut des réfugiés camerounais. Ils sont au nombre de 12 000. Les 12 000 devaient être, comme des sans-papiers, parce qu'ils étaient des demandeurs d'asile, rentrés au Cameroun. Mais Human Rights Watch et d'autres ONG et des politiciens américains se sont mêlés au moment où on attendait l'avion à Yaoundé. J'ai dit bien en avril 2022, tout le monde dansait déjà. On a annulé tous les vols. Et on a plutôt accordé un statut de 18 mois. C'est officiel, tout le monde le sait. Avec autorisation de travailler. Vous savez, quand vous demandez l'asile dans tous les pays, vous n'avez pas, même en France, l'autorisation de travailler tant que vous n'avez pas obtenu l'asile. Seuls les Camerounais ont obtenu un statut particulier de 18 mois renouvelable et doivent travailler aux États-Unis. Dites-moi, comment on va les extrader? Comment ils vont perdre leur nationalité, comme vous dites là? Vous connaissez comment on fait pour perdre une nationalité aux États-Unis? Vous croyez que le président se lève comme ça et dit, oh, toi là, tu perds la nationalité, toi là. Même petit juge bloque tout. Ce n'est pas comme au Cameroun là, où Paul Biya commande les juges, fait ceci, fait cela. Vous avez vu comment est-ce qu'à l'époque, Donald Trump avait décidé chasser les immigrés. Il a dit, oh les charters, oh les Africains vont rentrer, oh les Mexicains vont rentrer. Vous avez vu que ça a été exécuté. Dès qu'on saisissait juste la justice, d'heure en heure, les pas, on cassait les bêtises. Comment donc vous pouvez être
dans votre petite télévision génocidaire. Et vous dites que les anglophones vont perdre Vous connaissez comment on fait pour devenir américain? Et comment on fait pour perdre ça? Paul Biya lui-même, il est incapable d'enlever la nationalité aux gens. S'il était capable, n'est-ce pas que moi, je ne devais plus être Camerounais. Et c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis savent, et Joe Biden le sait, s'il prend une telle décision, il sera directement attaché en justice, puisqu'il aurait violé le droit international de la protection des réfugiés et apatrides. Il ne peut donc pas le faire, parce qu'il a vu la première erreur qui avait été faite à l'époque, c'est-à-dire que les sans-papiers américains, je dis bien, ce n'était pas les Ambazoniens, qui avaient été rapatriés en 2020-2021, au mois d'octobre et novembre. Quand ils sont arrivés au Cameroun, boum, le régime Biya est tombé dans le délire. Comme il dit souvent, tu vas lire l'heure. Ils étaient 90. Et sur les 90, il y a eu des violences, il y a eu des viols, il y a eu des arrestations, et même des morts. Donc, ce qu'on appelle les disparitions forcées. À partir de là, les États-Unis ont encore ce dossier où les familles sont en train de se plaindre que c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez laissé des gens qui sont venus chercher la sécurité chez vous, mais vous les avez offerts à un régime tyrannique, génocidaire. Comment donc vous pouvez dire subitement que oui, ils seront rapatriés? Deux, dans cette logique, si les États-Unis voulaient être contre les anglophones, vous savez comment ils allaient faire? Le FBI devait décréter, devait dire tout simplement, comme pour l'ANC, que les mouvements ambazoniens sont tout juste des mouvements terroristes, point final, et que c'est interdit dans leur pays. Or là, vous avez encore des fondations pour la restauration de l'Ambazonie qui opèrent légalement aux États-Unis. Je dis bien légalement aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas toutes ces branches-là terroristes? Je vous dis bien que l'ANC de Mandela avait été considérée comme une organisation terroriste aux États-Unis. C'est-à-dire que quelqu'un qui était membre de l'ANC ne pouvait pas voyager, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Mais les Ambazoniens voyagent partout. Comment vous allez donc dire ça? Que Paul Biya a gagné quoi? Puisque les États-Unis n'ont pas annoncé la reprise des accords militaires. Vous savez très bien que les États-Unis avaient 300 militaires au Cameroun qui travaillaient, qui formaient l'armée camerounaise. Après, ils ont décidé d'enlever leurs militaires. Mais Paul Biya est parti aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu que les militaires américains reviennent aux États-Unis? Est-ce que vous avez entendu que les armes américaines vont arriver au Cameroun? Est-ce que vous avez entendu que les munitions des États-Unis ou l'aide militaire va arriver au Cameroun? Est-ce que vous avez suivi que l'aide à la coopération que les États-Unis donnaient et ne donnent plus va revenir aux États-Unis, au Cameroun? Rien du tout. On a coupé partout. Comment donc vous pouvez vous réjouir? Mais c'est un échec terrible. C'est un échec terrible, c'est-à-dire que tout un papa, tout un arrière-grand-père comme Paul Biya est parti aux États-Unis pour rentrer bredouille. Comme ils disent souvent, chez moi, élan. Rien, même pas un. Le pire, c'est quoi? C'est que le FBI a mis certains anglophones à coffrer 3. Sur les 3, on a déjà laissé un.
Les 2 autres seront encore même libérés. Et ceux-là qui sont supposés être sous le contrôle du FBI, sous enquête, c'est eux qui ont obtenu l'autorisation de manifester. Oui. La CFTV ne vous a pas montré. Bon, moi je vais peut-être vous montrer peut-être quelques photos de ces Amazoniens que vous ne connaissez pas. Peut-être. Parce que vous dites qu'on vous a tout simplement montré, oh, Paul Biya était en train de faire ceci et cela. Voilà les Amazoniens. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. Les Amazoniens, on va rapatrier. Les voilà, escortés par la police. Hein. Et voilà. On ne les arrête pas. On va les attendre quand à Simalem. Les voici qui manifestent en insultant Paul Biya. Les voici aux États-Unis. Devant l'hôtel de Paul Biya. La CFTV ne vous montre pas ça. Parce qu'on veut juste vous faire croire aux choses qui sont des mensonges. Bien au contraire, les États-Unis ont montré à Biya comment son entourage était impliqué dans les assassinats des régions anglophones. On lui a montré justement le dossier d'Atangandji. Atangandji, justement parmi les membres du gouvernement qui doivent être arrêtés. Et Atangandji a été nommé depuis le 2 mars 2018 secrétaire national de la sécurité. C'est-à-dire que tous les renseignements sont centralisés chez Atangandji. Or, qu'est-ce qui se trouve? Que ce soit l'assassinat du pasteur américain, l'armée camerounaise est impliquée, et on voit que c'est Atangandji. Et bien plus, on se rend compte que ce qu'ils appellent les Amazoniens, à qui on attribuait beaucoup de meurtres, que tout cela a été monté par Atangandji. Mbayou, Ngongo. Et c'est eux qui ont fauché et refusé le dialogue qui devait être entrepris par la Suisse. Aujourd'hui, tous les éléments sont là et concrets pour dire le régime a utilisé des milices comme à l'époque au Rwanda pour commettre des actes barbares, des actes de guerre, enfin, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et dans ces crimes-là, on se retrouve par exemple avec quelqu'un qui a joué un rôle très important qu'on appelle Titus Nkonda, qui a une chaîne qu'on appelle My Country People. Titus Nkonda a été recruté par Atangandji. Alors qu'il était, disons, c'est un anglophone qui est parti en Angleterre avec les papiers, en volant les papiers de son frère. Et d'ailleurs, ils sont en guerre. Et parce qu'il y avait eu une affaire de prise d'otage, il s'est ligué contre les Amazoniens et il s'est dit qu'il se met au service du régime Biya. Je vais mieux vous parler de ce monsieur pour une autre fois, mais je vous donne quand même quelques petites indications. Sachez que toutes les vidéos que vous avez vues, il a toujours été là. Tous les crimes qui sont commis, il est toujours là. Il est le premier à les diffuser. Comment se peut-il que quelqu'un qui vit à Londres puisse être au courant et surtout puisse connaître les noms de tous ceux-là qui assassinent, qui sont assassinés juste à quelques minutes près? Même quand on est journaliste, dans des crimes surtout qui se passent en brousse, il nous faut du temps pour pouvoir enquêter. Et au-delà de ça, on ne peut pas connaître aussi facilement l'identité de la personne en quelques minutes. En quelques minutes. Ces vidéos ont souvent été utilisées parce qu'on voulait démontrer que c'est les Amazoniens qui commettent ces crimes-là.
Or, on se rend compte qu'il y a un deal entre le gouvernement et plus particulièrement à Tangandji. Le colonel Émile Bankui et Nkonda Titus. Nkonda Titus a donc été chargé par le régime de récolter certaines informations qui sont fausses, de les diffuser et aussi de contrôler les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs pu constater que les Ambazoniens, leurs chaînes rapidement sont parfois détournées ou même peuvent disparaître. Et d'ailleurs, même nous autres qui parlons comme ça, vous pouvez constater comment est-ce que nos audiences sont baissées, parce que c'est un Titus qui maîtrise non seulement les réseaux sociaux, mais le gouvernement l'a placé avec Facebook de telle sorte que ces vidéos à lui, quelles que soient les horreurs, ne sont pas, même sur sa chaîne, ne sont pas sanctionnées. Vous voyez comment on égorge des femmes, on égorge les mamans, on égorge les enfants, on brûle. Il montre ces vidéos qui ne sont jamais sanctionnées. C'est des crimes horribles qui sont commis par les agents d'Atangandji. Parce que le but est de vouloir montrer que les anglophones, ou plutôt les Ambazoniens, c'est une organisation terroriste. Ils n'ont donc pas réussi parce que les Américains ne sont pas cons. Ils ne sont pas tombés dans le panneau. Ils ont vite décrypté. Ils ont su comment est-ce que ça se passe. On a donc expliqué cela à Biya. Puisque, ne serait-ce que cet individu, qu'on appelle Nkonda Titus, qui était dans la marine, qui était enfin, dans l'armée anglaise, et qui est un ténébreux, il arrive à Yaoundé. Il prend chaque mois 25 millions. Avant, on lui donnait 15 millions. Cette fois-ci, il prend 25 millions pour faire la propagande anti-anglophone. Et il implique et peut culpabiliser, peut faire condamner n'importe qui en faisant juste un faux montage. Je vais vous donner beaucoup de dossiers qu'il a déjà eu à faire. Et le sang qui a coulé, c'est à cause de cet individu. Et bien évidemment, à Tangandji, qui ont voulu faire croire à Biya, avec Émile Bankui, avec Ngongo, que oui, la seule façon de vaincre la résistance, c'était d'exterminer les anglophones et non négocier. Ils faisaient les affaires dans leur guerre. Et Titus Ngonda, lui également, il a ce qu'on appelle des relais. Et ces relais-là se retrouvent dans ce qu'on appelle les centres de guerre. C'est-à-dire que les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration que le gouvernement camerounais a créés pour essayer de recruter, de reprendre la main sur les Ambazoniens qui acceptent les combattants déposer les armes. Et parmi cela, il y a donc Oka Clovis. Oka Clovis, lui, il touche pour faire la propagande. Pendant que les autres n'ont rien à manger, les autres sont abandonnés dans des centres, eh bien, qu'est-ce qu'Oka Clovis lui touche? Le gars a 1,5 million chaque mois. On condamne tout ça arrive au Cameroun. Soit c'est par Émile Bankui, soit c'est Bayou, Mbayou, soit alors, bon, il a même aussi été reçu le 11 août 2020 par Ngongo. Mais Ngongo a dit, on ne se filme pas. Il arrive, il prend de l'argent. Pour le tenir, on a fait qu'il épouse une jeune fille qui faisait le bac de la classe de terminale. C'est à Tangandji, une fille de Bamenda. Elle a accouché en février 2022. Elle a accouché. Il a épousé cette fille-là. Et il a construit une maison où cette fille-là habite. Je peux vous indiquer cette maison. Mais comme je ne veux pas que les gens aillent se venger là-bas sur la fille, c'est pour ça que je ne donne ni le nom, ni la maison. Parce que, bon, mais c'est Atangandji qui a arrangé cette affaire-là. Donc, Nkonda Titus arrive donc au Cameroun et est l'un des acteurs de ce génocide, comme je le dis, avec ces individus qui se partagent de l'argent. Emmanuel Salaï, comme je vous ai dit, ce n'est pas lui qui a porté plainte aux États-Unis.
c'est plutôt une diplomate américaine par rapport à la prise d'otage qui a concerné, par exemple, Monseigneur Toumi. Et l'histoire du pasteur venant s'ajouter, c'est pour ça que ça fait boum. Mais on a utilisé aussi un Salah qui lui-même a cherché à voir Biya, mais Atangandji a refusé. Parce que, pas seulement Atangandji, mais Ngongo a refusé, parce qu'il ne faut pas que Biya ait toutes les informations. Qu'il sache plutôt que cette guerre ne sera jamais gagnée et que c'est avec ça qu'il va tomber, qu'il préfère que ça pourrisse comme ça, pour que l'argent sorte et que quand lui il va tomber, et ils vont rapidement récupérer leur place, selon leur scénario. Cela a donc été démontré aux États-Unis. C'est donc là où Biya découvre maintenant. Et c'est pour ça qu'il va partir au dialogue. Ce dialogue, je peux vous donner les personnes. Je vous donnerai les personnalités qui sont concernées et qui seront obligées de négocier. Si vous ne négociez pas, eh bien vous allez tomber. C'est comme ça. Personne d'ailleurs ne pourra, il y aura des mandats d'arrêt internationaux, il y aura un tribunal, comme celui qui a été organisé au Rwanda, et on va tous les arrêter. Il faut le savoir. Donc, on condamne Titus à utiliser ce garçon. Et ce garçon, qu'on appelle Clovis Oka, a commencé à faire des vidéos pour dire comment est-ce qu'ils sont bons au niveau des DDR, alors que des gens sont en train de souffrir là-bas. Alors on l'a arrêté. Les gars des DDR lui ont fait la fête, une vraie fête. On l'a tabassé. On l'a enfermé dans une cellule. Et il est presque tombé évanoui. Et par la suite, on lui a demandé de faire une autre vidéo. Au lieu de faire la propagande du régime. Et la propagande de son gars, il a donc commencé. Donc on a Titus qui dit, parce que eux, comme lui là, ils disaient tout simplement, il faut tuer tous les anciens combattants. Oh, ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Oh, ce sont des faux, machin et tout et tout. Ils sont encore ambazoniens. Là, voici, je vais vous faire voir comment est-ce qu'on l'a arrêté dans le DDR. Lui, il habite Yaoundé. Il va seulement dans le DDR, là-bas, pour faire des vidéos. Le voici. Et voilà qui est arrêté. Voilà Clovis par terre. L'élément d'Atangandji. Et de my country people. Them. Voilà le traitement que ses anciens collègues le réservent. Il est par terre. D'ailleurs, je vous donne encore l'autre. Voilà. Donc, on vous fait comprendre que la guerre est finie, non? On vous fait comprendre que les ambazoniens, c'est terminé et qu'eux tous, ils sont bien dans des centres. Les voilà donc. Voilà le gars qui est en train de... Oh, voilà, qui pleure là avec le sang. Vous voyez le sang? Vous voyez? Et ici, vous voyez comment il est? Ça, c'est en plein centre à Buea. Bon, je m'arrête d'abord ici, là, par rapport à lui, pour vous dire que ce que Yaoundé vous dit, ce que le gouvernement vous dit, c'est le mensonge. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que il a été transporté à l'hôpital. Et les autorités camerounaises ont décidé de contre-attaquer. Qu'ils doivent aller au centre de démobilisation, désarmement et réintégration. Qu'ils vont faire des arrestations là-bas. C'est le commandant qui veut lancer l'assaut. Les ambazoniens ont dit, non seulement ils ont bloqué les entrées, ils ont dit, cette fois-ci, c'est la guerre totale. Donc vous vous rendez compte
On ne va jamais vous donner cette information-là à la CRTV. C'est maintenant une autre révolution qui vient de commencer dans les DDR. Et c'est ça qui est très dangereux. Parce qu'aux États-Unis, tout comme l'OIM, c'est-à-dire l'Organisation internationale des migrations, a demandé à Biya qu'il y a déjà trop de crises au Cameroun. Il y a la crise de ce qu'on peut appeler Boko Haram depuis 2014. Il a dit qu'il va vaincre Boko Haram. Il n'a pas réussi à vaincre Boko Haram. Et maintenant, voilà les Amazoniens. On lui dit, mais où sont les DDR à Tangandji? Qu'est-ce qu'on fait? On va filmer avec ma conduite, people them. On envoie des fausses vidéos où on montre lorsqu'il y a une personnalité qui arrive, Faye Yengo Francis, c'est lui qui est chargé de ça. On va louer soit les ordinateurs quelque part, on va louer quelques appareils, on vient les positionner, on filme. Et on montre que ces gars-là sont en train d'être réintégrés. Or, ils ne sont pas en train d'être réintégrés. Ils sont plutôt en train de se révolter maintenant, puisqu'ils ne peuvent que manger un peu ce qu'on leur avait promis, les formations, ils n'ont pas. Ce qu'on leur avait promis, comme par exemple la réintégration dans tel ou tel secteur d'activité, ils n'ont pas. L'argent qu'ils devaient avoir comme fonds de redémarrage, ils n'ont pas. Et ceux qui sont en bourse leur disent quand même, vous voyez donc comment les gens là vous ont piégé. Vous êtes partis à Yaoundé. Et puis, subitement, vous êtes déjà en train de pleurer encore. Revenez donc nous rejoindre. Qu'est-ce qui va donc se passer? Le Cameroun, aujourd'hui, a perdu le temps en créant ces centres qui ne servent à rien, alors qu'ils auraient dû négocier. Prenez seulement le cas, laissons même les anglophones. Quand vous prenez seulement Moura, le centre de démobilisation et de réintégration des anciens combattants de Boko Haram, on nous annonce par la CRTV, toujours Fayengo, en fin septembre, que oui, voilà, on va accueillir bientôt 3500 personnes. À Mori, à côté, un centre qui ne devait accueillir que 123 personnes est déjà 1500 personnes. Là, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'ambition gouvernementale, il n'y a pas de vision et tout ça. Tous ces gens seront donc des microbes qui vont se verser dehors. Or, l'OIM, tout comme bien évidemment les Occidentaux, disent aujourd'hui à Paul Biya que les autres États du bassin du lac Tchad se plaignent du Cameroun qui est devenu le terreau des crises. Est-ce que vous auriez imaginé comme ça que le Cameroun, pays qu'on appelait havre de paix, est maintenant considéré comme un havre de guerre, un terreau de guerre, de microbes. Et pourquoi? Parce que l'argent est détourné par les Atangandji, par les Lupol Motazé, par les Ngongo, par toute cette bande-là, les hauts gradés de l'armée. Parce que derrière la guerre, ils vivent bien. Et c'est le petit peuple qui subit. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait donc que ceux-là se révoltent et se retournent contre le régime. Ces gens étaient où? C'est eux qui étaient au grand dialogue. C'est eux qui étaient au grand dialogue. Qui disaient que oui, on a déposé les armes. Vous avez vu comment ils sont maintenant? C'est chaud là-bas des... Et oui. Et dans tout ça, ces centres ont des enfants, ont aussi des mamans. Et qu'est-ce que dit Chantal Biya quand elle voit tout ça? Est-elle partie dans un centre? A-t-elle apporté un confort? Ces enfants que nous voyons dans des centres sont justement ceux qui, parce que, ayant parfois perdu leur maman dans la guerre, leurs parents, leurs frères ont été contraints à prendre les armes à cause de la misère.
Ce n'est pas seulement pour l'idéologie même de se libérer. C'est parce que quand on a faim et quand on se sent abandonné, qu'on n'a pas de parents, la seule chose qui compte, c'est la survie. Et si jamais on avait une première dame qui aurait joué son rôle de mère de la nation, il n'y aurait pas eu autant de drames au Cameroun. Chantal Biya est donc une femme qu'on nous a présentée comme ayant un grand cœur. Malheur, son cœur c'est sur les cheveux, parce que c'est la coiffure de Chantal Biya qui fait rire le monde entier. Aucune qualité n'est vantée de la première dame, même aux États-Unis, ou même le Washington Post, un journal de cette envergure-là, a eu à décrire et se moquer des tenues rouges et surtout des mèches rouges, jaunes, flambantes, de quoi, je ne sais pas, comme du volcan de Chantal Biya. Couleur rouge comme du sang, bien sûr, aussi avec un rouge sang aux lèvres, comme le vampire, avec une coiffure brillante de tout feu. Chantal Biya, dans ses malheurs, comme justement on avait vu parfois les épouses de vampires, elle s'y plaît. Rien d'intéressant. Comme on avait vu à l'époque, Jeanne Irène, qui allait auprès de tous ceux qui souffraient, auprès de toutes ces mamans, peut-être parce qu'elle était sage femme, c'est pour ça qu'elle était sage. Peut-être parce que elle avait un grand cœur, malgré qu'elle n'ait pas eu à faire des enfants, mais elle en a tellement élevé. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de Chantal Biya? Cette moquerie à travers le monde entier, où d'ailleurs elle a été invitée dans un forum où on va parler des femmes qui subissent des violences, des femmes qui subissent des viols, des femmes qui sont victimes de guerre. C'est une véritable humiliation, ou alors un véritable coup de poing au niveau du visage qu'on voulait infliger à Chantal Biya. Que vois-tu ce qui se passe chez toi au Cameroun? Qu'as-tu fait? Vous vous rendez compte? Chantal Biya, depuis que la crise anglophone a commencé, a-t-elle adressé des condoléances, même quand il y a eu les assassinats d'un Garbou, des mamans avec des bébés, ou encore lorsqu'on a vu comment est-ce que l'armée fusillait des mamans avec des petits bébés? Chantal n'a pas parlé. Mais elle va aux États-Unis pour participer à un forum. Et elle écrit cela. Un forum pour les violences faites aux femmes. C'est aux États-Unis que Chantal Biya vient apprendre qu'il y a les violences faites aux femmes au Cameroun. Aux États-Unis. Et elle n'a même pas honte de le dire. Donc Chantal Biya n'est pas au courant que, par exemple, dans les camps de concentration que son mari a créés, qu'on appelle les centres de désarmement, de démobilisation, de réintégration, qu'il y vit 520 femmes, je ne compte pas les enfants, 520 femmes qui n'ont pas de serviettes hygiéniques, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'abri, qui ont perdu leur mari à cause des guerres. Chantal Biya n'est pas au courant qu'il y a un centre où les femmes pleurent à Boya, qu'il y a un centre où les femmes et les enfants pleurent à Bamenda, qu'il y a un centre de transit à Méry, qu'il y a un centre où croupissent 684 femmes à Moura, dans le Mayo-Sava. Là où elle est allée pourtant avec son mari pour faire la campagne,
pour l'élection présidentielle de 2018. Chantal Biya n'a le temps que pour aller acheter ses pantalons, ses vestes rouges, vampires. Elle avait pris l'avion, 8 places, maintenant elle ne voyage qu'en jet privé pour aller à Genève, s'habiller, acheter les sacs Hermès, toutes sortes de couleurs, faire des défilés de mode au palais d'Etoudi. Chantal Biya a vu comment est-ce qu'on recevait tous ces criminels à Etoudi. Mais elle n'a rien dit à son mari. Chantal Biya n'a-t-elle pas vu la violence qui a été exercée contre une belle femme qui était gardienne de prison, qu'on appelait Florence Fomba. Cette femme a été égorgée. Et avant d'être égorgée, on a commencé à la dépiécer au niveau du sexe. Elle revenait de son village, Pigny. Elle avait été kidnappée par les faux ambazoniens de Atangandji. Cette femme avait laissé 3 enfants. Chantal Biya n'a même pas demandé où sont les enfants de cette femme-là qui servait l'État du Cameroun, qui a été kidnappée, qui a été dépecée, qui a été violée. Chantal Biya n'a-t-elle pas vu la vidéo publiée pour cette belle dame, Toumassan? Mais qu'avait-elle fait pour mériter ça? Égorgée. Elle aussi violée. Tout ça, c'était au Cameroun. Toutes ces violences ont été diffusées, ont même été présentées. Où? C'était au Palais des Congrès. Pendant ce qui s'appelait le Grand Dialogue. Ces images-là, on connaît qui était derrière. On nous a dit que non, c'est Assofo. Et Assofo, c'est le fils de qui? C'est le fils d'un fond qui ne chante que le nom de Paul Biya, qui a fait assassiner plus de 30 jeunes enfants en les mettant dans un hôtel. Et puis on a appelé l'armée camerounaise pour venir les fusiller. C'était des jeunes qui étaient plus jeunes que les enfants de Chantal Biya. Si on fusillait les enfants de Chantal Biya ici, ces enfants avaient une maman qui plairait partout, que leurs enfants n'ont jamais été ambazoniens, qu'ils étaient invités à une réunion par le chef, un chef que Paul Biya connaît bien, qui a été reçu à Etoudi, qui a organisé tous ces crimes, tous ces génocides. Qu'est-ce qu'on retiendra de notre première dame? Rien. Rien du tout. C'est pour cela que j'ai apprécié le discours de